Au cours des 2 mois qui suivirent, les rumeurs allèrent bon train. De plus en plus souvent, les gens disaient voir Derby bouillonner de cette vitalité nouvelle, tandis qu'Aseneth ne répondait presque jamais aux sollicitations de ses rares visiteurs. Edward ne passa me voir qu'une seule fois durant cette période. Il conduisait la voiture de sa femme, dûment rapatriée depuis l'endroit où il l'avait laissée dans le Maine, pour chercher des livres qu'il m'avait prêtés. Il était dans l'une de ses humeurs exaltées, et ne resta que le temps d'échanger avec moi les banalités d'usage. Il n'avait manifestement rien à me dire quand il était dans cet état, et je remarquai qu'il n'avait même pas pris la peine d'utiliser le vieux code à 5 coups quand il avait sonné. Comme lors de cette soirée sur la route, je ressentis en sa présence une ineffable et profonde répugnance que je ne pouvais expliquer, si bien que son départ précipité fut pour moi un prodigieux soulagement. À la mi-septembre, Derby quitta la ville toute une semaine. Certains membres du cercle d'étudiants décadents évoquèrent d'un air entendu une rencontre avec le chef d'un culte de sinistre renommée qui avait établi son quartier général à New York après sa récente expulsion d'Angleterre. Pour ma part, je n'arrivais pas à m'ôter de l'esprit notre étrange voyage de retour du Maine. La transformation à laquelle j'avais assisté m'avait profondément bouleversé, et je me surprenais sans cesse à tenter de me l'expliquer, tout comme j'essayais de comprendre la terreur profonde qu'elle m'avait inspirée. Mais les rumeurs les plus troublantes concernaient des bruits de sanglots provenant de la vieille demeure de Crowninshield. On eût dit une voix de femme, et certains jeunes gens avec qui elle était en rapport crurent reconnaître celle d'Aseneth. Les pleurs se faisaient rarement entendre, et bien souvent la voix se taisait brusquement, comme étranglée. On parla un temps de prévenir la police, jusqu'au jour où la jeune femme réapparut en ville et bavarda gaiement avec un grand nombre de ses connaissances. Elle s'excusa de ses récentes absences et mentionna au détour d'une phrase l'effondrement nerveux et les crises d'hystérie d'une invitée de Boston qu'elle accueillait chez elle. Personne ne vit jamais cette invitée, mais la réapparition d'Aseneth coupa momentanément court aux rumeurs. Toutefois, l'affaire se compliqua quand un témoin murmura qu'à 1 ou 2 reprises, c'était une voix d'homme qu'il avait entendu sangloter. Un soir, à la mi-octobre, j'entendis les 5 coups de sonnette familiers tinter à la porte d'entrée. J'ouvris moi-même et trouvai Edward sur le perron. Au premier coup d'œil, je compris que j'avais affaire à son ancienne personnalité, celle-là même que je n'avais plus revue depuis son violent délire, lors du terrible voyage de retour de Chesuncook. Son visage, agité de tressaillements nerveux, affichait un étonnant mélange d'émotions, où le triomphe le disputait à la peur, et il jeta un regard nerveux par-dessus son épaule quand je refermai la porte derrière lui. Il me suivit gauchement dans mon bureau, et réclama un verre de whisky pour se calmer les nerfs. Je m'abstins de le questionner, préférant le laisser prendre la parole,
et c'est d'une voix étranglée qu'il finit par s'ouvrir à moi. Asenath est partie, Dan. J'ai profité de l'absence des domestiques pour avoir avec elle une longue discussion la nuit dernière, et je lui ai fait promettre de ne plus s'en prendre à moi. Bien sûr, par précaution, je m'étais entouré de certaines défenses occultes dont je ne t'ai jamais parlé. Elle a dû céder, mais est entrée dans une colère noire. Après avoir réuni quelques affaires pour New York, elle a quitté la maison sur le champ pour sauter dans le train de 20h20 au départ de Boston. Les gens ne manqueront pas de jaser, mais qui puis-je? Je te prierai de ne rien divulguer de tout cela. Tu n'auras qu'à dire qu'elle est partie effectuer un long voyage d'études. Elle va probablement s'installer chez l'un de ces affreux groupes d'adorateurs. J'espère seulement qu'elle ira se faire pendre ailleurs et que j'obtiendrai le divorce. De toute façon, je lui ai fait promettre de rester à l'écart et de me laisser tranquille. C'était affreux, Dan. Elle me volait mon corps. Elle voulait m'en déposséder, faire de moi son prisonnier. J'ai feint de me soumettre et de la laisser faire, mais en réalité, je restais sur mes gardes. Sans rien laisser paraître, je planifiais ma mutinerie car elle ne pouvait pas véritablement lire mes pensées, ou du moins pas en détail. Elle percevait uniquement en moi un vague sentiment de révolte, et à ses yeux j'étais impuissant. Jamais elle ne m'aurait cru capable de la vaincre, mais c'était sans compter sur un ou deux sortilèges que j'avais gardés par-devers moi. Derby jeta un regard par-dessus son épaule et se servit une nouvelle rasade de whisky. J'ai congédié ces maudits domestiques à leur retour, ce matin même. Ils étaient furieux et m'ont accablé de questions, mais ils ont fini par s'en aller. Ils sont de son espèce, de la race d'Innsmouth, et ont toujours été de mèche avec elle, lui obéissant au doigt et à l'œil. J'espère qu'ils me laisseront en paix, car ils ont ri d'une façon atroce en quittant la maison. Il me faut désormais contacter tous les anciens serviteurs de mon père. Je veux retrouver mon foyer. Tu dois me prendre pour un fou, Dan. Mais l'histoire d'Arkham est pleine d'enseignements qui confirmeront ce que je t'ai appris et ce que je m'apprête à te dire. Tu as été également témoin de l'une de ces transformations. Souviens-toi, dans ta voiture, alors que je parlais justement d'Asenath à notre retour du Maine. À ce moment-là, elle s'est emparée de moi et m'a chassé hors de mon propre corps. Mon tout dernier souvenir de ce voyage, c'est que j'étais sur le point de te révéler, au comble de l'excitation, la véritable nature de cette diablesse. Alors elle m'a de nouveau happé, et en un éclair, je me suis retrouvé à Crowninshield, dans la bibliothèque où ces satanés domestiques m'avaient enfermé, et dans le corps de cette maudite harpie, ce corps qui n'est même pas humain. Tu sais, c'est avec elle que tu es rentré à Arkham, avec ce prédateur qui avait pris mes traits. Tu as forcément remarqué la différence. Je frémis pendant le court silence qui s'ensuivit. Bien sûr que j'avais remarqué la différence.
Mais comment pouvais-je accepter une explication aussi démentielle? Cependant, mon visiteur tourmenté poursuivit de plus belle. Il fallait que je m'en sorte. Il le fallait, Dan. Elle m'aurait eu pour de bon à la Toussaint. Il célèbre un sabbat dans le nord, au-delà de Chesuncook, et le sacrifice aurait à jamais scellé l'échange. Elle m'aurait définitivement remplacé. Elle serait devenue moi, et je serais devenu elle, pour toujours. Trop tard. Mon corps lui aurait appartenu définitivement. Elle serait devenue homme, et pleinement humaine, comme elle le désirait tant. Je présume qu'elle se serait alors débarrassée de moi, en tuant son ancien corps et son nouvel occupant. Que le diable l'emporte, exactement comme elle l'a déjà fait par le passé. Elle, je devrais plutôt dire il, ou bien ça. Edward approcha son visage, désormais atrocement convulsé, un peu trop près du mien à mon goût, tandis que sa voix se réduisait à un léger murmure. Il faut que tu saches ce que j'ai voulu t'apprendre dans la voiture. Elle n'est pas Asenath. Pas du tout. C'est en réalité le vieil Ephraïm qui habite son corps. Je m'en doutais déjà il y a 1 an et demi, mais aujourd'hui j'en suis sûr. Sa façon d'écrire le prouve, quand elle n'y prend pas garde. Sur certaines de ses notes griffonnées à la hâte, son écriture reproduit exactement celle de son père, jusqu'à la dernière virgule. Et parfois, elle dit des choses que seul un vieillard comme Ephraïm pourrait dire. Il a échangé d'enveloppe avec sa fille quand il a senti venir la mort. Elle était la seule créature à sa disposition dotée des capacités mentales et de la faiblesse d'âme adéquate. Il s'est emparé d'elle comme elle voulait s'emparer de moi. Puis, il a empoisonné l'ancienne défroque charnelle où il avait relégué sa victime. N'as-tu pas vu des dizaines de fois l'âme du vieil Ephraïm couvée dans le regard de Brest de cette diablesse, et dans le mien, quand elle prenait le contrôle de mon corps? Edward était à bout de souffle et dut reprendre sa respiration avant de poursuivre. Je gardai le silence. Quand il reprit la parole, sa voix avait retrouvé en partie son timbre habituel. De toute évidence, il était bon pour l'asile. Mais ce n'était sûrement pas moi qui allais l'y envoyer. Le temps panserait peut-être ses blessures, maintenant qu'il était débarrassé d'Asenath. J'avais l'intuition qu'il n'irait plus jamais se perdre dans les méandres d'un occultisme morbide. Je t'en dirai davantage une autre fois. J'ai besoin de repos à présent. Je te parlerai des horreurs interdites dans lesquelles elle m'a entraîné, des abominations d'un autre âge qui en ce moment même croupissent à l'écart du monde, maintenus en vie par une cohorte d'effroyables prêtres.
Certaines personnes savent sur l'univers des secrets que nul ne devrait savoir, et détiennent des pouvoirs que nul ne devrait détenir. J'étais plongé dans ces ténèbres jusqu'au cou, mais c'en est fini. Qu'on m'offre un poste de bibliothécaire à l'université miskatonique, et je brûlerai sur l'heure cet ignoble Necronomicon et tous les autres ouvrages de son espèce. Elle ne peut plus rien contre moi désormais. Je dois quitter cette épouvantable maison au plus vite et revenir m'installer chez moi. Je sais que je pourrais compter sur ton aide si jamais ces maudits domestiques devaient revenir, ou si les gens posaient trop de questions au sujet d'Azenath. Je n'ai pas d'adresse à leur donner, tu comprends. Sans oublier que certains groupes de chercheurs, certains cultes, disons, risquent de mal interpréter notre rupture. Quelques-uns de leurs membres ont de bien curieuses idées et méthodes. Tu m'épauleras s'il devait m'arriver quelque chose, j'en suis sûr. Quand bien même tu seras choqué par ce que je vais t'apprendre. Je persuadai Edward de passer la nuit chez moi et l'installai dans l'une des chambres d'amis. Le lendemain matin, il semblait plus calme. Nous discutâmes des dispositions à prendre pour son retour dans la demeure familiale, et je le priai d'agir sans tarder. Il ne me rendit pas visite ce soir-là, mais je le vis fréquemment au cours des semaines suivantes. Nous évitions le plus possible d'aborder les sujets étranges et déplaisants, préférant discuter des rénovations à apporter à la vieille maison des Derby, ou des voyages qu'Edward avait promis de faire l'été prochain en ma compagnie et celle de mon fils. Je m'abstenais de lui parler d'Azenath, car je sentais à quel point ce sujet le perturbait. Comme il fallait s'y attendre, les commérages suscités par cette séparation allèrent bon train, mais il n'y avait rien d'inédit. Depuis des années déjà, l'étrange couple de la maison Crowninshield était au cœur de tous les ragots. Lors d'une soirée au Miskatonic Club, je fus toutefois contrarié lorsque le banquier des Derby, qui était ce soir-là d'humeur particulièrement volubile, laissa échapper qu'Edward envoyait régulièrement des chèques à un certain Moses Sargent, à son épouse Abigail, ainsi qu'à une Eunice Babson, tous trois résidant à Innsmouth. J'en déduisis aussitôt que ces serviteurs au visage malveillant extorquaient de l'argent à leur ancien maître. Ce dernier ne m'en avait pourtant jamais parlé. J'avais hâte qu'arrive l'été, et que mon fils revienne de Harvard pour les vacances, car il me tardait d'emmener Edward en Europe. L'état de mon ami ne s'améliorait pas aussi vite que je l'avais escompté. Une certaine note d'hystérie perçait derrière ces rares moments de gaieté, tandis que ses crises de panique et ses dépressions étaient de plus en plus fréquentes. La demeure des Derby fut prête en décembre, mais Edward ne cessait de repousser la date de son déménagement. Malgré la haine et la peur que lui inspirait la maison Crowninshield, on eût dit qu'il en restait curieusement esclave. Il semblait incapable de vider la moindre pièce, et inventait toutes sortes d'excuses pour remettre au lendemain ce qu'il pouvait faire le jour même. Quand je le lui fis remarquer, il fut saisi d'une inexplicable frayeur. Le vieux majordome de son père, qui avait repris son service avec d'autres anciens domestiques de la famille Derby, me confirma un jour qu'Edward errait souvent de pièce en pièce,
et s'attardait de façon malsaine dans la cave. Je soupçonnais Asenat d'avoir écrit des lettres de menace, mais le majordome me certifia que son maître n'avait reçu d'elle aucun courrier. Alors qu'il me rendait visite un soir aux environs de Noël, Edward fut pris d'une violente crise de nerfs. J'avais orienté la conversation sur les voyages que nous comptions faire l'été suivant, quand soudain, il poussa un hurlement strident et bondit de son siège, le visage déformé par une incontrôlable et suprême terreur, une déferlante d'épouvante cosmique et de répugnance que seuls les noirs abîmes du cauchemar pourraient inspirer à un esprit sain. Mon cerveau, mon Dieu, Dan, elle m'attire vers elle, de là-bas, elle me frappe, me griffe, cette diablesse, à l'instant même. Éphraïm, Kamog, la fosse au Shogot, Ia, Shubnigurat, le bouc aux 1000 chevreaux, la flamme, par-delà la chair, par-delà la vie, sous la terre. Ô Seigneur! Sa crise d'hystérie laissa bientôt place à une morne apathie, et je le poussai doucement vers son fauteuil pour le ranimer à grand renfort d'alcool. Il ne résista pas, mais ses lèvres continuèrent à bouger comme s'il se parlait à lui-même. Je compris soudain qu'il essayait de me dire quelque chose, et je me penchai pour saisir ces imperceptibles paroles. Encore elle, encore elle. Elle n'a pas abandonné, j'aurais dû m'en douter. Rien ne saurait arrêter cette force, ni la distance, ni la magie, ni la mort. Ça va, ça vient, surtout la nuit. Je ne peux lui échapper. C'est atroce. Ô mon Dieu, Dan, si seulement tu savais combien je souffre. Quand il eut enfin sombré dans l'hébétude, je disposai quelques oreillers derrière sa nuque et son dos, et laissai le sommeil l'emporter. Je n'appelai pas de médecin, car je savais quel serait son diagnostic sur sa santé mentale, et je souhaitais, si possible, laisser Derby se rétablir de lui-même. Il s'éveilla vers minuit, et je l'installai dans une chambre à l'étage. Le matin, il avait disparu. Il s'était faufilé silencieusement hors de la maison pendant la nuit. Je téléphonai à son domicile, et le majordome confirma la présence de son maître qui arpentait fébrilement la bibliothèque. Dès lors, l'effondrement nerveux d'Edward ne fit qu'empirer. Il ne sortait plus de chez lui, mais j'allais quotidiennement lui rendre visite. Je le trouvais invariablement assis dans sa bibliothèque, les yeux dans le vague et l'oreille bizarrement aux aguets, comme pour mieux écouter l'invisible. Il reprenait parfois ses esprits et se montrait capable de soutenir une conversation, tant qu'elle n'abordait que des sujets banals. La moindre allusion à sa santé, à des projets d'avenir ou à Asenat déclenchait une nouvelle bouffée délirante. Son majordome me confia qu'il était en proie la nuit à de redoutables crises, au cours desquelles il pourrait bien finir par se blesser. Je m'entretins longuement avec son médecin, son banquier
et son notaire, et finalement je ramenai le praticien et 2 de ses collègues aliénistes à son chevet. Dès les premières questions, Edward fut pris de spasmes si violents et pitoyables qu'un fourgon vint le chercher le soir même pour emporter son pauvre corps convulsé à l'asile d'Arkham. On me nomma son curateur, et je lui rendis visite 2 fois par semaine. Au bord des larmes, j'écoutais ses hurlements déchaînés, ses terribles murmures et ses épouvantables litanies. Il le fallait, il m'aura, en bas, tout en bas dans les ténèbres. Mère, Dan, à l'aide, à l'aide. S'il existait un espoir de guérison, nul n'aurait pu le dire, mais je m'efforçais de rester optimiste. Il faudrait un foyer à Edward si jamais il reprenait le dessus, et je priais ses domestiques de réintégrer la maison des Derby, qui aurait certainement sa préférence s'il était en état de choisir. Ne sachant que faire de la demeure de Crowninshield, avec ses aménagements complexes et ses collections d'objets insensés, je décidai de la laisser en l'état pour l'instant. Je demandais simplement à la femme de chambre des Derby de s'y rendre 1 fois par semaine afin d'épousseter les pièces principales, et au domestique chargé du chauffage d'y faire du feu de ce jour-là. Le cauchemar final survint peu avant la Chandeleur et fut précédé, dans un cruel tour du destin, par une trompeuse lueur d'espoir. Un matin de la fin janvier, un coup de fil de l'asile m'informa qu'Edward avait subitement recouvré la raison. Il avait subi, me prévint-on, de graves altérations de la mémoire, mais sa santé mentale était indéniable. Les médecins souhaitaient évidemment le garder quelque temps en observation, mais le diagnostic ne laissait pas place au doute. Dans le meilleur des cas, il pourrait sortir au bout d'1 semaine. Ivre de joie, je me précipitai immédiatement à l'asile, mais restai pétrifié quand une infirmière m'introduisit dans la chambre d'Edward. J'avais vu d'emblée que le patient qui se levait pour me saluer, les lèvres étirées en un sourire poli, était habité par cette étonnante énergie si contraire à sa nature profonde, cette personnalité compétente qui m'emplissait d'horreurs diffuses et dont Edward lui-même avait un jour juré qu'elle était l'âme parasite de son épouse. Je connaissais ce regard flamboyant et cette moue volontaire. C'étaient ceux d'Asenath et du vieil Éphraïm. Et quand il prit la parole, je décelai dans sa voix la même ironie macabre et voilée, le même courant de malignité souterraine que j'avais entendu 5 mois plus tôt dans ma voiture. La personne qui se tenait devant moi était celle qui avait oublié de sonner 5 coups, celle qui avait suscité en moi d'impénétrables peurs et qui aujourd'hui encore m'inspirait cette même impression d'étrangeté blasphématoire et d'ineffable répugnance cosmique. Il m'informa avec affabilité des dispositions à prendre pour sa sortie, et je ne pus qu'acquiescer, en dépit de sa totale amnésie des événements récents.
Je sentais pourtant qu'il y avait là quelque anomalie terrifiante, quelque inexplicable aberration. Cette créature abritait en son sein des atrocités que je ne pouvais concevoir. L'homme qui parlait jouissait peut-être de toutes ses facultés mentales, mais s'agissait-il vraiment de l'Edward Berby que j'avais connu? Si ce n'était pas le cas, alors de qui ou de quoi s'agissait-il? Et où était passé mon ami? Fallait-il libérer cette chose, la garder captive, ou bien la rayer de la surface de la terre? Chaque parole de ce monstre ouvrait dans mon âme des gouffres de malice, et son regard prêtait à ces paroles une révoltante et suprême ironie lorsqu'il me dit que la liberté était d'autant plus appréciable que le confinement était étouffant. Je bafouillai une réponse maladroite et battis en retraite, mon soulagement grandissant à mesure que je m'éloignais de cet être. Je passai le restant de la journée et toute celle du lendemain à tenter de résoudre l'énigme. Que s'était-il passé? Quel genre d'esprit pouvait bien observer le monde par ces yeux qui appartenaient au visage d'Edward mais qui n'étaient pas les siens? Ce mystère opaque et terrible m'obsédait tant et si bien qu'il me fut impossible de travailler sereinement. Le matin du second jour, l'hôpital m'appela pour m'informer que l'état mental du patient était resté stable. Et quand vint le soir, je me trouvai à mon tour au bord de la crise de nerfs. J'ose l'admettre, même si d'aucuns en déduiront que ma fragilité d'alors peut expliquer la vision qui m'assaillit par la suite. Je n'ai rien à dire sur ce point excepté ceci. Même ma démence supposée ne pourrait justifier l'abondance des preuves.